Get ready for a new episode of Novum Bros. Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout conduisent à toi mon chou. Quoi d'un Scooby-Doo? Tu ne pourras jamais nous vaincre, Xana. La star des chats change de dimension. Garfield 3D, mercredi 20h50 sur Gulli. Tous les 3 mois, on voit passer sur les réseaux sociaux l'annonce d'un remake, reboot d'un dessin animé de notre enfance, ou alors d'une nouvelle saison à la direction artistique différente. À chaque fois, ça ne manque pas. On voit revenir les mêmes commentaires sur le fait que les designs sont devenus moches, ou alors simplement que c'était mieux avant. À l'occasion de ce mois de Novembre Bros, qui se penche sur la place de la nostalgie dans la pop culture, j'avais envie de me pencher sur le rapport que l'on a à nos dessins animés d'enfance, et particulièrement aux dessins animés actuels, reprenant nos séries animées préférées. Parce qu'on a pas mal abordé le sujet, que ce soit vis-à-vis du rôle de ces dessins animés dans la socialisation et la construction de l'identité de l'enfant, ou alors en se focalisant sur certains d'entre eux, comme les Totally Spies, ou encore à travers le prisme de la chaîne Gulli. Mais je trouve que cet angle pourra nous permettre dans un premier temps de mieux comprendre l'économie et le système à l'origine de ces séries qui ont bercé notre enfance, mais également notre rapport à ces dernières une fois l'adolescence passée. Je préfère prévenir d'emblée, on va se concentrer uniquement sur les séries d'animation à destination de la télévision. On va pas parler des films d'animation. Alors, il y a plein de points communs et il y aurait plein de choses à redire aussi sur l'évolution des films d'animation, l'arrivée de la 3D. On se souvient de Disney qui a fermé tout son studio 2D après l'échec de La Princesse et de la Grenouille pour ne faire plus que des films en 3D. Bref, il y a plein de choses à dire sur le sujet, mais vous verrez, les problématiques ne sont pas du tout les mêmes, puisqu'en effet, les films d'animation s'adressent aux enfants, mais contrairement à ce que Bob Chapek essaye de faire croire, il s'adresse aussi aux adultes. Tout simplement parce que c'est les adultes qui emmènent les enfants au cinéma et qui donc passent la séance avec eux et qui sont donc obligés de regarder le film. Et donc les films d'animation sont obligés de s'adapter également aux adultes. Alors que comme on va le voir, les séries d'animation se sont vraiment spécialisées pour la cible des enfants, puisque souvent les enfants sont laissés seuls devant la télé. Pour bien tout comprendre, il faut revenir en 1928. Nous en sommes au balbutiement de la télévision, et une des premières images affichées est celle d'une peluche Félix le chat, un cartoon très populaire à cette époque aux États-Unis, mais qui était bien entendu réservé aux salles de cinéma. Il faudra attendre une vingtaine d'années pour voir les véritables premières séries animées destinées au petit écran voir le jour. Crusader Rabbit, diffusée pour la première fois à Los Angeles en 1950, est considérée comme la première d'entre toutes. Elle raconte simplement les aventures d'un petit lapin dans un style visuel et d'animation qu'on pourrait qualifier d'assez primaire. On se rapproche presque d'une forme de motion comics, à savoir une bande dessinée qui possède quelques éléments d'animation et qui s'imposera rapidement. On peut penser à la série culte Spider-Man datant de 1967 qui reprend en partie cette technique. Oui, c'est de cette série dont est issu le fameux mème. Which of us is the real Spider-Man? And you can unmask the loser. That's fair enough. But no tricks. Duplicated my web power. En France, cette technique sera également utilisée lors de la première série animée diffusée en 1957, qui va narrer les aventures de Tintin. La série est produite en Belgique et on y retrouve le même procédé, appelé ici de la semi-animation. Les années 60 vont alors faire figure de révolution dans le secteur. J'avais mentionné le sujet dans la vidéo sur Scooby-Doo, mais le studio Hanna-Barbera industrialise complètement le milieu avec des séries à succès comme Les Fous du Volant ou encore Les Pierres à Feu. Aux États-Unis, un créneau horaire leur est même réservé, le dimanche matin. Dans le même temps, au cinéma, les films d'animation connaissent une période beaucoup plus difficile, et ce secteur télévisuel florissant apparaît alors comme une opportunité. En France aussi, des émissions spécialisées, comme le Club Dorothée, ou encore Cabocadin sur Canal+, font leur apparition, avant de décliner à la fin des années 80, avec l'arrivée des chaînes spécialisées, comme Cartoon Network, Nickelodeon, ou même Disney Channel dans une moindre mesure. Et puisque la vie n'est qu'un éternel recommencement, ces chaînes se mettent à leur tour à décliner petit à petit. On avait vu les difficultés de Disney Channel, qui a même décidé de fermer ses portes suite à l'avènement de Disney+, mais il en est de même pour Cartoon Network, dont les rumeurs annonçaient d'ailleurs aussi la fin des productions de programmes, avant d'être démenties. Les usages ont changé, et les enfants consomment de plus en plus de manière délinéaire, que ce soit
soit à travers Netflix, Disney+, mais également par le biais de YouTube, où de nombreuses chaînes diffusent gratuitement des dessins animés destinés à un jeune public. C'est également sans compter la part non négligeable prise par le divertissement pour enfants avec les chaînes Kids de YouTube, dont on a parlé il y a pile un an, et qui prend forcément du temps de cerveau disponible aux plus jeunes. D'ailleurs, dites-moi, vous, quels étaient vos dessins animés d'enfance préférés? Moi, j'ai vraiment du mal à chaque fois à choisir, même pour Gulli. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais eu du mal à choisir un dessin animé. En tout cas, je me souviens qu'il y a une émission que j'adorais. Il me semble que c'était le dimanche matin. C'était Bunny Tonic. Alors, ça passait, il me semble, sur France 3. Et donc, c'était tous les dessins animés Warner Bros. Mais donc, il y avait Hanna-Barbera qui est lié directement à Warner Bros. Mais il y avait aussi les séries Batman, les Looney Tunes. Et ça, c'était vraiment mon moment de la semaine. C'était Bunny Tonic le dimanche matin. Mais dites-moi, vous, si vous en aviez d'autres, est-ce que vous aviez comme ça des rendez-vous avec la télé en série animée pour enfants? L'industrie des dessins animés télévisés pour enfants, à ne pas confondre avec les films d'animation ou encore les séries d'animation pour adultes type Rick et Morty, South Park, les Simpsons, est donc à un tournant. Et ce qui semble dans un premier temps ressortir, c'est un goût prononcé pour les remakes. Comme je l'ai dit, on voit tous les 3 mois en fleurir un nouveau. Le dernier en date ne concerne pas directement une série d'animation, mais les Teletubbies avec Netflix. Pourtant, les remakes ou autres des séries jeunesse, c'est tout sauf une nouveauté. Pour reprendre un cas sur lequel on s'était beaucoup penché, depuis sa création en 1969, Scooby-Doo a connu pas moins de 14 séries télévisées d'animation différentes, sans compter les téléfilms, spin-offs ou les films. La première d'entre elles est la culte Scooby-Doo Where Are You? Mais en 1974, il y a le Scooby-Doo Show, et personnellement j'ai grandi avec celle produite à partir de 2002, Quoi de neuf Scooby-Doo? Qui est donc un remake. Mais c'est loin d'être la seule. Le personnage de Mickey, à lui tout seul, a connu un nombre de formes et de séries télévisées hallucinantes, et cela bien avant les années 2010. Et c'est donc important pour moi de préciser qu'il y a plein de remakes super cool. La Bande à Picsou est une autre série d'animation ultra culte sortie dans un premier temps à la fin des années 80. En 2017, donc 20 ans après la première série, Disney XD annonce un remake, ce qui pourrait faire grincer des dents. Pourtant, la série est acclamée dès sa sortie. D'ailleurs, je vous encourage à regarder des épisodes, c'est disponible sur Disney+. Très bien, pour commencer, nous devons absolument sortir Picsou de là. Prenez mes frères en premier. Aussi, parfois, les remakes des séries d'animation vont tenter de viser une cible différente. Vous connaissez sûrement tous la série classique Oggy et les cafards, créée en 1997, et qui continue sa diffusion aujourd'hui. Mais vous êtes sûrement moins nombreux à savoir qu'il existe désormais 2 séries dérivées. Une appelée Next Gen, qui reprend les codes de la série originale en introduisant un love interest à Oggy pour apporter une nouvelle dynamique. Et enfin, une autre série nommée Oggy Oggy, qui s'adresse, elle, à un public beaucoup plus jeune. C'est aussi le cas de la nouvelle série Scooby-Doo, sans Scooby-Doo, centrée sur Vera et produite par Mindy Kaling de The Office. Vous en avez forcément entendu parler car dedans Vera sera officiellement lesbienne, ce qui a fait couler pas mal d'encre pour pas grand chose. Bref, le premier trailer montre bien que la cible est bien plus adulte, et pas du tout les jeunes enfants, avec beaucoup de blagues méta et de brisage de 4ème mur notamment. Parmi les séries dont le remake a aussi fait parler, on a les Totally Spies qui s'est arrêté en 2013. Déjà en 2009, il y avait eu un spin-off appelé Spy Z, puis on a appris qu'il y aurait un remake avec de nouveaux designs pour les personnages. Que personnellement je trouve pas si moche que ça. Bien sûr ils sont plus lisses et ils ont l'air un peu neufs, mais c'est le principe d'un remake. Pareil pour Inspector Gadget, la série de 1983 qui a eu le droit à son petit remaster 3D en 2015. Mais il y a également les Super Nanas, Foot de rue, la Panthère Rose, Dora l'exploratrice, Charlotte aux fraises, les Wings ou encore, oui, les Cités d'or. Ce qui avait d'ailleurs pas du tout été très bien reçu par le public qui avait carrément fait des lettres aux créateurs originaux de la série japonaise, puisque celle-ci était créée par TF1 pour demander l'arrêt de cette série, ou en tout cas une meilleure qualité. Et si on doit faire un constat général, on relève une tendance à la transition vers de la 3D, ou au moins de l'animation faite par ordinateur et plus à la main, ce qui paraît compréhensible comme on va le voir. La vraie question qui convient de se poser, c'est est-ce que c'est moins bien qu'avant? Et si oui, pourquoi? J'ai décidé de prendre la série animée Ben 10 comme point de comparaison, parce que j'adore la série et je la trouve assez symptomatique des changements. Créée par des auteurs de comics, ce qui est pas si étonnant quand on y repense, pour Cartoon Network en 2005, elle raconte l'histoire d'un jeune garçon de 10 ans qui découvre une montre qui lui permet de se transformer en différents monstres. Ensuite, il y a eu Ben 10 Alien Force à partir de 2008, où le héros a désormais 15 ans, mais le concept reste le même, et même Ben 10 Ultimate Alien en 2010, où il a 16 ans. Bon, il y a aussi eu Ben 10 Omniverse en 2012,
mais c'est chelou. Ça alterne entre deux personnages. Bref, on va faire comme si ça n'existait pas aujourd'hui parce que je vous avoue que j'ai pas tout compris. On va comparer la série de 2005 et le reboot complet en 2016, qui reprend le même concept, à savoir Ben qui trouve une montre et qui se balade avec sa cousine Gwen et son grand-père. Et tout de suite, il y a quelque chose d'extrêmement marquant. Ben a l'air d'avoir 5 ans de moins. Et pourtant, il a le même âge dans la série. Et déjà, dans l'anime original, il avait pas l'air bien grand. Le rajeunissement des personnages principaux est une pratique qu'on voit assez souvent dans les remakes. Un remake de Scooby-Doo, en 1991, appelé A Pup Named Scooby-Doo, rajeunissait déjà tout le gang. Pareil pour celui des Winx. Notre époque est à l'identification de l'audience sur les personnages, les œuvres que l'on consomme. Et c'est tout aussi vrai chez les plus jeunes d'entre nous. En effet, une étude de Robinson et Anderson pointe du doigt la représentation négative des personnes plus âgées dans les dessins animés pour enfants. Il en découlerait un a priori négatif de la part des enfants envers les personnages ayant l'air plus vieux, ce qui explique donc en partie ce petit lifting de Ben 10. Il a aussi le visage beaucoup plus arrondi, et tout, y compris les monstres, ont l'air plus cartoonesques. Mais là où c'est le plus marquant, c'est dans le contenu en lui-même. J'ai comparé 2 épisodes avec le même personnage de Kevin 11, qui est son alter ego méchant. Dans celui de 2005, le rythme est plus lent, temps de se mettre en place, même si ça ne manque pas d'action et de blagues, ça reste un dessin animé pour enfants. Dans le reboot, on a l'impression d'avoir affaire à un mauvais épisode des Looney Tunes, tellement il y a un gag, bruitage, action visuelle à la seconde. Rien n'est pris au sérieux, et tout s'enchaîne à une vitesse folle. Oh non, c'est pas... Joue le jeu, grand-père. Gwen... J'ai dit joue le jeu. Oui, c'est nous, les mascottes. C'est ici que tu habites? Ouais, je vis tout seul. Mais où est passée ta famille? Ils sont tous partis. Ça leur plaisait pas plus que ça d'avoir un fêlé comme fils. Pousse! Va-t'en de mon parc! Mais pourquoi? On s'amusait tellement bien! A noter que les épisodes sont même découpés par tranches de 5 minutes sur YouTube, contrairement à la série originale qui est donc dans son format de base de 20 minutes. On l'a déjà vu ici, mais le taux d'attention des jeunes tend à baisser au fil de l'histoire, et j'ai l'impression que c'est particulièrement visible dans la série. Sur l'aspect de l'animation, je ne suis pas spécialiste, alors si vous l'êtes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire, mais je la trouve beaucoup plus simpliste, cartoonesque encore une fois. Et bon, il a quand même évité le remix 3D à la Garfield, Charlotte aux fraises ou autre. Et d'ailleurs, je me suis demandé aussi pourquoi cette volonté de faire de plus en plus de 3D. Déjà, visiblement, ça semble plaire au public cible. Et puis, surtout, dans le temps, c'est plus simple et beaucoup moins cher. Ça peut paraître contre-intuitif, mais l'animation 3D se repose sur des modèles préconstruits, qu'il suffit de modeler par la suite. Ça coûte cher à faire dans un premier temps, mais pour des séries qui s'écoulent sur des vingtaines d'épisodes et des dizaines de saisons, ça devient très vite rentable. Ça demande également beaucoup moins de temps de production, car il suffit ensuite de déjà modeler et de mettre dans une scène un modèle préexistant. D'ailleurs, à ce propos, j'ai lu un article de la BBC, qui est super long, enfin c'est carrément même une étude de la BBC, que je vous recommande vivement, et qui revient un peu justement sur ces évolutions des dessins animés, du point de vue d'une mère qui dit « mais en fait, la plupart des dessins animés, ils me donnent mal à la tête, j'arrive pas à comprendre, il y a plein de trucs qui bougent dans tous les sens, et beaucoup de couleurs, je comprends pas trop pourquoi, est-ce que ça abrutirait pas mon enfant ?» Et en fait, ce que répond l'article, en se basant sur des études scientifiques, c'est que justement de plus en plus d'études sont faites sur comment les enfants réagissent aux dessins animés, et comment on arrive à capter leur attention. Et en fait, ce qui a été démontré, c'est que ce qui capte leur attention, par exemple, c'est des formes plus rondes. C'est le fait de mettre plus de couleurs, de mettre plus de cuts. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la nouvelle version de Ben 10 par exemple. Et donc, ces dessins animés, ils sont pas moins bien, au contraire, ils sont quasiment mieux pour capter l'attention des enfants. Ils sont faits pour ça. Après, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des œuvres qui arrivent à ce point à capter l'attention des enfants et à les rendre passifs? Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus difficile à trancher. Pour moi, de toute façon, et j'avais déjà expliqué dans ma vidéo sur est-ce que les dessins animés sont nocifs pour les enfants, en fait, ce qui compte, c'est pas tant le dessin animé, mais le contexte dans lequel l'enfant va le regarder. C'est-à-dire que si jamais vous laissez votre enfant passif, seul, devant 2 heures de dessin animé, où il y a des trucs qui vont bouger dans tous les sens, qui vont juste capter son attention, effectivement, ça risque de pas forcément lui faire du bien. Ce qui est conseillé, globalement, par les spécialistes, c'est d'avoir un accompagnement. En fait, ce qu'il faut, le mieux, notamment pour les enfants les plus jeunes, c'est de regarder les dessins animés avec un adulte, qui va permettre de contextualiser ce qui se passe à l'écran, d'expliquer et d'avoir un échange pour rendre l'enfant actif dans son visionnage et offrir une expérience un peu interactive, non pas juste une passivité devant des images qui bougent et qui viennent attirer son attention comme on pourrait remuer un trousseau de clés.
The Adam Bros YouTube channel is entirely self-produced. It does not contain any product placements and does not require crowdfunding. To continue to exist, it needs your support. To do so, you can subscribe to the channel, give a blue thumb to the videos you like, and comment your opinion regularly. You can also share the videos with your friends or on your social networks. This really helps, more than you can believe. On peut alors acter d'une chose. Oui, que ce soit dans leur mode de production ou dans les résultats, les séries animées à destination des plus jeunes ne sont pas les mêmes aujourd'hui qu'il y a 15 ans. Et oui, les remakes de nos séries originales préférées sont différentes. Oui, il y a des points qui semblent être en déclin sur le rythme ou encore d'un point de vue esthétique. Mais il y a aussi des améliorations sur la représentation des minorités et le recul de la censure. Et effectivement, pendant très longtemps, il y a eu beaucoup de stéréotypes qui passaient à travers ces dessins animés, et c'est encore le cas. Alors il y a une étude qui a été faite en 1997 par Thompson et Zerbinos, et qui demandait aux enfants, qui montrait des dessins animés aux enfants et qui leur demandait de caractériser les personnages en fonction de leur genre. Et ce qui ressortait, c'était que les hommes étaient violents et actifs, alors que les femmes étaient domestiques et intéressées par les hommes et par les apparences. Et de ce point de vue-là, les dessins animés pour enfants sont en train de changer. On voit de plus en plus de femmes actives, encore une fois. Derrière, il y a eu les Totally Spies, on avait parlé du côté un peu féministe des Totally Spies qui rendaient les personnages féminins actifs en leur faisant de l'action. Il y a dernièrement eu Kim Possible, enfin il y en a eu d'autres. Et donc ça, c'est quand même une ouverture à la diversité, même à la diversité en termes de minorités LGBT+. On peut penser à Steven Universe, qui a fait beaucoup de bruit et qui a très bien marché, notamment aux États-Unis, qui représentait très bien les différentes sexualités. Il ne faudrait pas tomber dans un vulgaire « c'était mieux avant », parce que j'ai même vu des personnes qui ont grandi avec G.I. Joe et Transformers, ou même Barbie, affirmer haut et fort que les dessins animés ne sont plus faits que pour l'argent, alors qu'il s'agissait de 3 dessins animés spécifiquement créés pour vendre des jouets quand même. Aussi, il faut se rappeler que les shows d'animation jeunesse ont toujours été mal considérés par la génération suivante. En 1961, Newton Minow comparait le cartoon à de la junk food. Une métaphore reprise en 1990 par Eric Neveu qui disait « le dessin animé fait figure d'équivalent fonctionnel du hamburger ». Plat unique aux variantes limitées. Finalement, je pense que le principal problème de ces reboots est notre attachement trop important à ces œuvres. Elles sont tellement constitutives de notre identité qu'on en est venu à déformer leur qualité. Je vous invite à re-regarder plusieurs épisodes de vos séries d'animation préférées. Hormis de très rares exceptions, je vous assure que vous vous rendrez compte d'à quel point parfois l'animation était pas très belle et les scénarios assez répétitifs. Une étude argentine met en évidence ce phénomène extrêmement fort de nostalgie de la part de l'audience pour les dessins animés de notre enfance, et cette ambivalence entre une volonté de rendre hommage et une volonté de nouveauté quand il s'agit des remakes. Et en fait, je pense que sur ces œuvres, il faut lâcher prise. Les reboots ne gâchent pas les œuvres originales, puisque dans l'immense majorité des cas, on ne les aurait tout simplement pas regardées. Il faut accepter que d'autres s'approprient et se construisent autour d'œuvres auxquelles on a développé un attachement extrêmement fort. Je pense même, en allant plus loin, que c'est carrément une acceptation de vieillir. Nous ne sommes plus la cible. Il est donc normal et presque rassurant que ces shows ne soient plus complètement à nos goûts, et même que nous n'en comprenions pas tous les codes. Mes parents trouvaient les dessins animés que je regardais stupides et sans intérêt. Ségolène Royal se battait contre les animés japonais du Club Dorothée. Je pense que si on repousse autant ces reboots, c'est qu'ils sont, pour ma génération, la première confrontation à une situation dans laquelle on est directement trop vieux pour apprécier la nouvelle proposition d'une œuvre qu'on a adorée pendant longtemps. C'est la première fois qu'on est trop vieux. Et mine de rien, c'est pas simple à accepter comme situation. En témoigne ma section commentaires quand je souligne l'extrême vieillesse des personnes âgées de plus de 30 ans. À ce sujet, je vous conseille un article Cairn de Pierre-Henri Tavoyot sur la crise de l'âge adulte. Il revient sur le fait qu'on a très bien caractérisé l'enfance, l'adolescence et même ensuite la retraite et la vieillesse, mais que l'âge adulte reste un passage qui est extrêmement compliqué et surtout qui fait de plus en plus peur. Et pour moi, c'est la raison numéro 1 pour laquelle on refuse d'admettre et on nie la qualité de ces remakes, parce qu'en fait, accepter que ces remakes existent, que ces reboots existent, que ces conversions 3D existent, c'est accepter qu'on passe à l'âge adulte et que donc on n'est plus la cible de ces dessins animés. C'est accepter que notre enfance est derrière nous et que plus jamais on sera la cible de ces dessins animés. Et à notre ère de la nostalgie sans limite, c'est quelque chose qui est foncièrement encore plus difficile à accepter. Et donc notre manière de l'accepter, c'est en fait de trouver une sorte de sophisme d'appel à la tradition en disant « Ah, de toute façon, c'était mieux avant. » En fait, certes, moi ça me plaît pas, mais si ça me plaît pas, c'est non pas parce que j'en suis plus la cible et parce que je suis simplement trop vieux, mais c'est parce que c'est moins bien. Alors qu'en vrai, pas forcément. Les reboots des dessins animés de notre enfance sont notre premier memento mori, un rappel sec et violent
de notre incapacité à faire face à l'épreuve du temps, au mode, à la mort. On préfère alors le déni et se rassurer en nous disant que ce n'est pas nous qui changeons, mais la société, les productions de dessins animés. Pourtant, comme on l'a vu, les logiques sont restées les mêmes. C'est simplement notre perception de ces dernières qui est devenue, bien heureusement, plus critique et distancée avec le temps. Vous êtes des grands maintenant. Ah oui, c'est sûr, on a grandi, mais bon, tu peux revenir quand tu veux, hein. Le foot de rue extrême, c'est pas interdit aux vieux. Hein mais... Regarde, on accepte bien Paul.